Salut le peuple, aujourd'hui on va voir le point commun entre un escargot, une ruche, du Malibu et une invasion extraterrestre à l'échelle mondiale. Bienvenue dans Random Analyse. Aujourd'hui, on va parler d'aliens. Et quand je dis alien, je parle du seul, l'unique, le xénomorphe, la créature emblématique des films qui portent son nom. Et la question du jour est la suivante. Le xénomorphe pourrait-il coloniser n'importe quelle planète sur laquelle se trouvent des êtres vivants? Par contre, je préfère vous prévenir, ça va spoiler sec dans cet épisode. Toute la saga en fait, même les spin-offs de merde qui ont pu sortir. Donc si vous avez pas vu les films et que vous restez, vous plaignez pas. C'est bon, vous êtes partis? Alors c'est parti pour la science. Avant toute chose, on va revenir sur un point important de la vie du xénomorphe, sa reproduction. Ça va être long et chiant, mais c'est important pour la suite du raisonnement. Alors, la reproduction, qu'est-ce que c'est? L'explication basique, c'est papa, il rentre dans maman et paf, ça fait des bébés. Aujourd'hui, on va un petit peu plus préciser. Dans la nature, il y a deux types principaux de reproduction. L'asexuée et l'asexuée. L'asexuée concerne les organismes primitifs. Il s'agit en fait de la séparation d'une cellule en deux. En gros, à partir d'une bactérie qui se divise, on en obtient deux parfaitement identiques. Cette méthode est pratique pour se multiplier plus vite que les explosions dans un film de Michael Bay, mais elle pose un problème. Il y a peu de variabilité génétique, car toutes les bactéries sont des quasi-clones, ne se différenciant alors que par de rares mutations. Un problème suffit pour que l'espèce s'éteigne car elle n'est pas adaptée. La solution, c'est donc la reproduction sexuée, qui est meilleure pour s'adapter. En effet, on mélange le génome de deux individus, c'est le brassage génétique. Leurs descendants sont donc beaucoup plus variés, il y a plus de chances qu'il y en ait au moins un qui soit adapté au changement de l'environnement. Mais revenons-en à l'alien. On sait tous qu'une reine alien pond des œufs pour se reproduire. Mais voilà, on n'a jamais vu un mâle alien pour la reproduction. On pourrait donc supposer que l'accouplement ne se fait pas devant la caméra, mais ça serait une solution beaucoup trop simple. Dans cette émission, on préfère des explications capillotractées et improbables. Notre théorie est donc que l'alien n'utilise pas une reproduction sexuée, mais une toute autre méthode, la parthénogenèse. C'est un mode de reproduction sans fécondation qu'on retrouve chez plusieurs espèces animales, en particulier certains insectes comme les fourmis. En gros, une maman seule peut faire des enfants sans mâle. Comme vous le savez certainement, les animaux sont des êtres diploïdes, c'est-à-dire que leur génome contient chaque chromosome en deux exemplaires. La parthénogenèse est à l'origine d'un phénomène étrange. Elle peut donner des individus diploïdes, quasi-clones de la mère, et d'autres haploïdes qui n'ont qu'une copie de chaque chromosome. Ces deux types d'individus vont alors avoir des caractéristiques différentes, autant au niveau de leur rôle dans la colonie que sur le plan physique. Par exemple, chez les abeilles, les mâles sont haploïdes et les ouvrières diploïdes. Pour l'alien, on a imaginé un type très particulier de parthénogenèse. Lorsque la reine xénomorphe pond, elle intègre deux embryons dans chaque œuf. Le premier est haploïde et se développe pour donner le facehugger. Le second est diploïde et reste à l'état d'une seule cellule. C'est lui qui donnera l'alien à proprement parler. Et on reviendra sur son développement, mais un petit peu plus tard. Le problème de ce mode de développement, c'est que, comme nous l'avons dit, les individus sont quasiment identiques sur le plan génétique. Cela pose un problème de taille quand on veut envahir une planète sur laquelle on n'est jamais allé. On n'est pas encore adapté à l'environnement. Pour devenir l'espèce dominante dans un milieu, la première étape est d'y survivre. Et ce n'est pas forcément l'espèce la plus forte qui y arrive. Faisons un petit test. Vous avez une île vierge de toute espèce animale sur laquelle poussent des laitues. Vous y intégrez un couple d'escargots, un de végétarien et un dernier de T-Rex. Le résultat est évident. Après avoir mangé les amis des animaux, les T-Rex vont mourir de faim faute de proie. Et les escargots deviendront les seigneurs de ces terres. Autre exemple, la guerre des mondes. Quand on sait comment ça se termine, on voit bien l'importance de s'adapter rapidement à un nouvel environnement que l'on voudrait conquérir. Le xénomorphe doit donc trouver un moyen efficace pour survivre dans un milieu qui lui serait hostile à la base. La solution trouvée est très simple, utiliser les populations présentes. En effet, celles-ci sont parfaitement adaptées, ayant eu des millénaires pour laisser faire l'évolution. Et comment obtenir ces caractéristiques? La réponse est le transfert horizontal de gènes. Lors de la reproduction classique, les parents transmettent des gènes à leur descendance, c'est le transfert vertical. Le transfert horizontal est le passage d'un gène d'une espèce à une autre complètement différente. Ces transferts sont fréquents chez les bactéries, beaucoup plus rares chez les pluricellulaires, mais on en connaît quelques exemples. Par exemple, il est probable que les populations japonaises soient capables de digérer des algues rouges car elles ont assimilé un gène de bactérie facilitant la dégradation de la plante. Dans le cas de l'alien, son mode de reproduction pourrait expliquer comment il vole les gènes de son hôte. Lorsque l'œuf du xénomorphe s'ouvre, il en sort un facehugger, câlineur de visage en anglais. Et je vous assure qu'il tient plus du psychopathe fétichiste de la face que du bisounours qui viendrait vous masser l'occipital. Ce monstre en forme de main va se fixer sur le visage d'un individu lambda, y rester un certain temps puis se décoller.
Quelques heures plus tard, un chestburster explose la cage thoracique de Lot pour aller joyeusement semer terreur et dévastation. Il paraît donc évident que le facehugger dépose un embryon dans Lot. Et cet embryon est bien évidemment le second qui était présent dans l'œuf. Une question se pose alors. Pourquoi rester accroché si longtemps? On a une théorie, et c'est la suivante. Le facehugger s'accouple avec sa victime. Enfin presque. Le facehugger prélève des cellules de son hôte, en extrait l'ADN et va l'intégrer à l'embryon diploïde. On obtient ainsi un embryon d'alien avec des caractéristiques humaines. C'est seulement après cette étape que l'embryon est implanté dans l'hôte et le facehugger peut aller crever. Alors là, il y a un point qu'on doit éclaircir. Oui, l'alien a bien un ADN du même type que nous. Cela paraît absurde qu'une espèce venant de l'autre bout de l'univers utilise aussi de l'ADN pour coder son génome, et encore plus que son code soit le même que le nôtre. Enfin, c'était absurde jusqu'à ce film. Même s'il est mauvais, il apporte un semblant de logique à ce fait. En effet, on apprend que dans l'univers d'Alien, humains et xénomorphes ont tous été créés par la même espèce extraterrestre. Il est donc logique que leurs gènes suivent le même code. La méthode du transfert horizontal de gènes est donc valide, et elle permet aux xénomorphes d'avoir un brassage génétique et donc une adaptation. L'alien va donc adopter des caractéristiques de son hôte, et selon l'espèce qu'il parasite, on va avoir des aliens humains, aliens prédateurs, aliens chiens et même aliens Bruce si on veut. Mais revenons-en à notre embryon. Le fait de naître dans une gorge présente deux autres avantages. Le premier est l'acquisition des immunoglobulines de l'hôte. Il s'agit de protéines que l'individu développe au cours de sa vie, permettant à son système immunitaire de reconnaître les bactéries, virus et autres saloperies qu'il a rencontrées durant sa vie et de leur plier la gueule. L'alien se vaccine donc face aux maladies locales parce que c'est bien de vouloir conquérir l'univers, mais mourir à cause de la grippe c'est con. Le second avantage est l'acquisition de bouffe. Un des points marquants dans les films, c'est la vitesse de développement du xénomorphe. Loin des 9 mois nécessaires à l'être humain pour naître, il se contente de quelques heures. Cela demande beaucoup de nourriture. Lorsqu'il est implanté, le fœtus est déjà suffisamment grand pour boucher l'œsophage de sa future victime. Cette dernière ne tarde pas à ressentir la faim et va s'empiffrer au McDo. Seulement voilà, son ver solitaire de l'espace avale toute la bouffe et Lot ne voit rien arriver à son estomac. Qu'à cela ne tienne, il fait chauffer la carte bleue et achète 5 menus en plus, que le bébé Ténia va aussi avaler, et ainsi de suite. Le xénomorphe utilise donc la capacité des créatures locales à trouver de la nourriture, ce qui lui permet d'économiser son énergie, et peu importe si Lot au final ne se nourrit pas puisqu'il est destiné à mourir. Maintenant que notre beau bébé peut naître sans craindre ce nouvel environnement, passons à la prochaine étape de notre conquête du monde. Bon, survivre sur une planète c'est bien, mais l'alien cherche à l'envahir. Un individu ne sera pas suffisant, il faut donc une ruche. Vous le savez déjà, les aliens vivent en colonie avec une reine à leur tête. Cette organisation leur apporte plusieurs avantages. Déjà, créer une nouvelle colonie n'est pas compliqué, il suffit d'une reine et pas d'autres individus. On retrouve ce comportement chez certaines espèces de fourmis. Une nouvelle reine, une fois fécondée, quitte la colonie et va monter une nouvelle fourmilière seule, en pendant sa descendance avec joie et félicité. Pour les aliens, la reine peut arriver sur un tout nouveau terrain et pondre abondamment. Et c'est là que le xénomorphe nous montre tout son génie. S'il y a une absence de proie, cela ne pose pas de problème à la future colonie. En effet, même si la reine meurt, les œufs, extrêmement résistants, survivent. Ils rentrent ensuite dans une phase d'hibernation qui peut durer plusieurs dizaines d'années. C'est le cas des œufs dans le premier opus de la série. C'est justement dans cet épisode qu'on voit le réveil des facehuggers. Quand une proie découvre le nid par hasard, le parasite ne rate pas l'occasion pour éclore et s'attacher à la personne qui passe par là. Quelques jours plus tard naît un premier chestburster qui se développe et peut partir chasser. Il ramène des êtres vivants au nid qu'il colle au mur avec une espèce de mucus dégueulasse. La nouvelle tapisserie sera parasitée par des facehuggers et paf, ça fait des chestbursters. On a donc une multiplication des individus de façon exponentielle, et au bout d'un moment, une reine naît. Cette naissance va grandement modifier la vie de la ruche car la monarque émet des phéromones qui permettent de donner une cohérence au groupe. Ainsi, certains individus se concentreront sur la recherche de proies et d'autres sur la défense de la reine. Et si vous avez suivi, vous vous demandez sûrement comment je peux dire qu'il y a des phéromones. Eh bien, regardez le comportement des xénomorphes dans les films. Dans le premier, l'alien seul se comporte de façon anarchique, il tue sans réfléchir comme une bête ayant perdu ses repères. Dans le second, les xénomorphes chassent en groupe, la ruche se développe, on voit une réelle organisation autour de la reine. Cela met en évidence une forme de communication. Reste à déterminer s'ils communiquent par des sons ou des substances chimiques volatiles. Et c'est le troisième film qui nous donne la réponse. Plus particulièrement la scène où le xénomorphe se retrouve face à Ripley, et au lieu de la buter, se barre tranquillou pépère. Alors spoiler, Ripley a une reine dans le bide. L'alien l'a donc senti et s'est dit que c'était pas une bonne idée de buter l'hôte du futur Big Boss. Or ce dernier est encore un fœtus dégueulasse. Donc pour émettre des sons c'est pas encore ça. On peut donc être sûr que ce sont des phéromones qui sont produites pour que l'alien sache que Ripley est parasité. Mais là on se retrouve avec un petit problème. Le fœtus est dans un œsophage, comment peut-il libérer des molécules dans l'air? Et encore une fois on a la réponse. L'ail et le café.
Enfin, plein de trucs fun qui ont pour effet de donner une odeur caractéristique à votre transpiration lorsque vous en consommez. En effet, ces aliments contiennent des toxines éliminées par la sueur. L'alien utilise la même voie. Placé en haut de votre œsophage, il envoie directement dans votre tube digestif un concentré de phéromones. Puis votre corps les absorbe et les rejette aussitôt sous forme de sueur. Et paf, phéromones dans l'air, communication, c'est magique. Maintenant, à la boue. Bon, là on a un xénomorphe qui résiste à l'environnement et qui peut se multiplier sans problème. La dernière étape pour être le maître de la nouvelle planète est de se placer en haut de sa chaîne alimentaire. Pour cela, il faut deux conditions. Chasser les autres et ne pas avoir de prédateurs. La première est largement remplie, on sait qu'il est rapide, qu'il bouffe de tout, enfin c'est un chasseur né. Le deuxième point est plus délicat. En effet, il faut dissuader tout le monde de vous bouffer et c'est pas facile. Première option, avoir mauvais goût. Très mauvaise option en fait, car on trouvera toujours quelqu'un dont les papilles déconnent assez pour trouver ça bon. Par exemple, le Malibu, c'est dégueulasse et pourtant il y a toujours des gens pour en acheter. Autre méthode pour faire fuir les prédateurs, être toxique. Ça marche déjà mieux mais c'est pas parfait. Prenons l'exemple des poissons Takifugu. Ils ont deux particularités. La première est qu'ils sont moches et la seconde est qu'ils produisent de la tétrodotoxine, dangereux neurotoxique, chaque individu contenant une dose suffisante pour tuer 30 personnes. Là on peut se dire c'est bon, personne n'irait manger ça, trop dangereux, pas fou. Mais rajoutez à l'équation une nation qui a pour habitude de faire des trucs bizarres et vous obtenez des licences spéciales accordées à des restaurateurs japonais pour préparer cette bestiole. Ainsi même un poison violent ne dissuade pas tous les prédateurs potentiels. Mais le xénomorphe a choisi le plus badass des moyens de défense, l'acide. Son sang est assez corrosif pour dissoudre du métal, ainsi même le meilleur des cuistots ne pourra pas enlever à sa chair la capacité de faire fondre votre bouche quand vous croquerez dedans. De quoi dissuader tous les prédateurs sans exception. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en haut de la chaîne alimentaire. Par les quelques techniques biologiques présentées, on en arrive à la conclusion que l'alien est vraiment l'ultime prédateur, capable de coloniser n'importe quelle planète sur laquelle il viendra à se trouver, et c'est pour ça qu'il est cool. Voilà, cet épisode est désormais terminé. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, lâcher un commentaire, ou même aller voir nos autres vidéos. À la prochaine!